Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet psychanalyste. En quoi est-ce que ça intéresse les analysants qu'il y ait un sujet psychanalyste? Ils en ont suffisamment à faire avec leur propre sujet. Mais le sujet psychanalyste, à mon avis, est intéressant en tant qu'il est analysant. Qu'il est analysant de lui-même, et dans lui-même, il y a la position de l'analyste. Donc il est intéressant qu'il soit analysant de sa position d'analyste. Mais en même temps, c'est difficile de faire la part des choses entre analysant de la position d'analyste et analysant de sa position de sujet, tout simplement. Il y a plus de 20 ans, j'avais écrit un premier article là-dessus qui s'appelait justement « Du sujet psychanalyste ». Et lorsque je l'avais présenté à mon ami et collègue Serge Hachbloum, il avait répliqué avec le ton du plus grand mépris « Je ne connais pas de sujet psychanalyste ». Effectivement, dans les milieux analytiques, il est bon ton de ne plus parler de son analyse, de ne plus parler de soi, de faire l'impasse totale là-dessus une fois qu'on est passé au statut d'analyste. C'est réservé, le discours analytique est réservé au secret. C'est comme ça qu'en parle Clotilde Le Guil dans une vidéo qu'on peut trouver aussi sur Internet. La conversation psychanalytique entre l'analysant et l'analyste ne sort pas du cabinet de l'analyste. Alors pour elle, quand elle en parle, Clotilde Le Guil, il est évident que ce dont il s'agit quand elle parle de conversation psychanalytique, c'est le discours de l'analysant. Qu'il puisse être question d'un discours de l'analyste lui vient même pas à l'idée. Et donc ça ne sort pas du bureau de l'analyste parce que, déontologiquement, on ne révèle pas les secrets de quelqu'un d'autre, mais les secrets de soi-même. Oh ben ça, il n'en est même pas question. On n'en parle jamais. Hein, l'analyste parle de grandes théories, où il parle de cas, mais de lui, jamais. Il y a quelques petites exceptions très très rares, hein, et que l'on garde au titre de curiosité dans un musée bien encapsulé. Bon, et puis il y a moi qui en parle tout le temps, de mon sujet à moi, sur Facebook et ailleurs, dans mes livres, dans mes conférences, enfin bref. Et là, c'est plus une curiosité encapsulée, c'est la totalité du bonhomme qui s'assume comme sujet. Parce que c'est un des résultats, et non des moindres, de l'analyse, si ce n'est le résultat de l'analyse, c'est de s'assumer comme sujet. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, justement, qu'on passe son temps à se dissimuler à partir du moment où on est devenu analyste? Quand on est analysant, oui, on y vient parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on a honte de soi, parce que on ne voudrait pas que les gens sachent que ceci et cela. Ben justement, le principe de l'analyse, c'est de parvenir à s'assumer comme sujet, hein, avec ses failles. Alors, bon, qu'on choisisse éventuellement de continuer à garder ses failles secrètes, ouais, c'est le choix de chacun. Hein. Je ne suis pas là pour légiférer pour tout le monde. Mais moi, je considère que justement, l'effet libérateur de l'analyse est là. Et j'en donne une démonstration concrète. Ce n'est pas juste une spéculation intellectuelle. Ce n'est pas je vous dis que le résultat de l'analyse c'est ça et vous devez me croire. C'est tous les jours on peut lire
dans mes divers articles ou dans mes vidéos, on peut entendre parler du sujet moi-même. Et je donne du matériel où chacun peut puiser ce que bon lui semble. Parce que le fait de garder la conversation psychanalytique dans le secret, au prétexte de déontologie, bien sûr, moi je suis bien d'accord, il ne faut pas révéler les secrets des autres. C'est pas là. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est justement pour ça que je me suis attaché à mes propres secrets. C'est-à-dire à les analyser et à montrer comment je les analyse, comment je les ai découverts, etc. C'est ça le travail analytique et l'assumption du sujet en tant que sujet. Parce que c'est à partir de cette assumption que quelqu'un peut se dire analyste, que j'ai pu me dire analyste. Hein, j'assume mes failles, j'assume mes problèmes, j'assume mes difficultés, parce que l'analyste n'est pas une guérison de toutes ces choses, si on ne guérit pas de sa personnalité, quand même. Hein, c'est pas du tout de la médecine, on n'en est pas là. C'est une autre discipline où on se cherche soi-même, et quand on se trouve, eh ben, on s'assume justement avec ses failles et ses côtés obscurs qu'on n'a pas encore forcément tous tout délimés et analysés. Alors, le fait que je parle de mes rêves ou de mes symptômes sur Facebook et dans mes livres, ça scandalise beaucoup de gens. Comment se fait-il? Comment il sort du secret de l'analyse? Mais oui, mais c'est mon secret à moi, j'en fais ce que j'en veux, d'une part. Et d'autre part, je donne ainsi du matériel, je me le donne à moi-même, pour faire avancer la théorie analytique, qui ainsi se construit, non pas sur du sable, mais sur le concret d'une investigation de l'inconscient. Il faut bien voir que dans les écoles de psychanalyse, on travaille Freud, on travaille Lacan, on travaille Winnicott, on travaille Mélanie Klein, on travaille surtout Lacan en France. Mais est-ce qu'on travaille l'inconscient? J'ai pas vu ça, moi, dans aucune école. On travaille sur les livres. Autrement dit, c'est du travail de religieux. C'est devenu de la religion. Hein, comme on travaille certains travaillent sur la Bible, d'autres sur le Coran et d'autres sur la Bhagavad Gita. Ce sont des livres et on en fait des commentaires et des commentaires de commentaires et des commentaires de commentaires à n'en plus finir. Alors que la science consiste à aller au laboratoire. Bien sûr, on peut lire les livres aussi des scientifiques qui nous ont précédés, mais l'essentiel, c'est d'aller au laboratoire. Et le laboratoire de la psychanalyse, son laboratoire essentiel, c'est le rêve. Il ne suffit pas de dire le rêve, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient, comme l'avait dit Freud. Encore faut-il le démontrer. Ben, c'est ce que je démontre. C'est ce qu'il m'a été démontré à moi-même à force de rêver et d'analyser mes rêves. Là, il y a une étude de l'inconscient. Et ça m'a permis de sortir justement de ces immenses théories qui sont des châteaux en Espagne, spécialement chez Lacan, et qui ne reposent sur rien. Ce sont des spéculations intellectuelles conscientes. Ce n'est pas l'étude de l'inconscient. L'inconscient, lui, il est surprenant. Ça ne se passe pas comme prévu. Bien sûr, la théorie le dit, que l'inconscient est surprenant et qu'il déjoue toutes les préventions. Et Lacan en a même fait un système. Son système d'interprétation, c'est la surprise. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va faire tomber la fin de la séance. En général, au bout de 5 minutes, ça permet de gagner beaucoup plus d'argent. Ça, c'est pas dit. Mais c'est un fait. Hein. Il y a un humoriste qui le dit beaucoup mieux que moi, d'ailleurs.
connaissez, vous savez comment ça commence toujours par alors, cette semaine. Alors moi, au début, je voyais pas le truc. Alors, je disais, oh, cette semaine, oh, j'en ai plein le cul. Hop, 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 hop. 40 €, vous allez réfléchir à ça, on se revoit la semaine prochaine. Mais même quand vous essayez de résister, elle vous a. Hein. Non, une fois, j'ai dit, je l'aurai. Je vais lui raconter rien. Je vais lui raconter ma balade aux champignons. Vous voyez. Alors, elle me fait, alors, cette semaine, alors moi j'étais là, alors, cette semaine, j'ai été me promener, j'ai été aux champignons, j'ai trouvé des girolles, des pieds de mouton, j'ai même trouvé une amanite phalloïde. Phalloïde. 40 €, vous allez réfléchir à ça, on se revoit la semaine prochaine. La surprise, c'est ça, c'est-à-dire, il dit, Lacan, qu'en surprenant l'analysant par la fin de séance, en lui disant stop, là-dessus, réfléchissez là-dessus jusqu'à la prochaine fois, c'est pas forcé de le dire d'ailleurs, la plupart des analystes ne le disent pas, ils arrêtent la séance, point, c'est fini. Hop. C'est ça qui va aider. En fait, oui, ça surprend, mais après, comme c'est ce que j'ai éprouvé dans mes analyses, en tout cas les 2 premières, qui étaient des analyses de lacanien à séance courte, où je n'avais qu'une idée en tête, c'est que j'attendais la fameuse surprise, en ayant peur que ça arrive trop tôt parce que j'aurais pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire. Bon, voilà ce que ça fait lorsqu'on institutionnalise la surprise. La surprise ne s'institutionnalise pas. Hein. Quand on l'institutionnalise, c'est foutu. Ça devient une routine comme le reste, même si le temps de la séance reste variable, mais surtout très raccourci. A contrario, je vais vous donner un exemple de surprise qui m'a surpris, parce que c'était justement pas prévu. C'est un rêve. Hein. Un rêve où je suis dans mon appartement, qui est celui de mes parents. En fait, c'est un condensé de l'appartement que j'habite avec actuellement et de celui de mes parents lorsque j'étais petit. Et mes parents reçoivent. Il y a beaucoup de monde. C'est un brouhaha de paroles, où je m'emmerde comme un rat mort, parce que dans les réceptions, il est bien connu qu'on ne se dit pas grand-chose, si ce n'est des futilités. Et à un moment, je me rappelle que, nom de Dieu, je devais recevoir des analysants. Et je regarde ma montre, il est 11h30. Mais je devais recevoir des analysants depuis 9h. Où sont-ils passés? Qu'est-ce qui se passe? Je suis surpris. Hein. C'est un truc qui me tombe dessus. Et justement, on sonne et par les fenêtres, je vois arriver une vieille dame qui s'appuie sur une canne, qui est une de mes analysantes. Je vais lui ouvrir et on doit longer une espèce de terrasse couloir qui longe la maison, donc pour arriver à la pièce où je reçois. Et cette longue terrasse couloir est encombrée de tables, de chaises et de tout un bordel, ce qui fait que la vieille dame avec sa canne a beaucoup de mal et qu'une colère commence à me monter parce que mes parents ont laissé traîner tout ça là au milieu et que ça m'empêche de recevoir dignement cette vieille dame. Et puis, en arrivant à la maison, je me dis, mais je peux pas. Le salon, c'est ce qui me sert de bureau. Il y a mes parents qui reçoivent. Je ne peux pas recevoir en analyse cette dame dans cet endroit, dans un brouhaha pareil. Mais je lui dis, bien ouais, je vais vous recevoir dans le petit salon. Le petit salon, ça correspond à, cette fois, l'appartement de mon enfance. Et dans ce petit salon, il n'y a personne pour l'instant. Donc je me dis, je vais la recevoir là. Mais même là, il y a juste une petite cloison qui nous sépare de la réception. On va entendre le brouhaha des voix. Et donc la colère continue à me monter. Et je me demande comment je vais faire pour recevoir. Et puis ça change. On sonne, c'est un autre analysant qui arrive. Celui-là, c'est un jeune que je reconnais, que j'ai reçu pendant très très longtemps.
Je l'ai reçu, j'ai commencé à le recevoir, il était ado, et j'ai arrêté de le recevoir, il était largement jeune homme. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avec lui. Ça fait partie de mes échecs, je dirais. Parce qu'il n'arrivait jamais en fait à commencer son analyse. Il arrivait toujours en retard, tellement en retard qu'il arrivait à l'heure de sa fin de séance. Et j'étais obligé de lui dire désolé, je ne peux pas vous recevoir. Ou alors je vous reçois, mais ça sera 2 minutes, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui attend. Et que je ne vais pas décaler tout mon horaire de travail, tous les gens, parce que vous êtes une demi-heure en retard. Et pendant des années, il m'a fait ce coup-là. Et puis, de toute façon, quand il arrivait à l'heure, par hasard, et qu'on pouvait avoir un bout de séance, il avait oublié l'argent, il me paierait la prochaine fois. Bon, enfin, bon. Donc, dans mon rêve, c'est lui qui est là. C'est-à-dire le type qui m'a tout le temps surpris parce que ça se passait jamais comme prévu. Et là, il me surprend aussi parce qu'il n'était pas prévu dans le panel des analysants que je devais recevoir ce matin. Et je lui dis, avez-vous de l'argent? Et il me répond non. Et je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas vous recevoir. Je ne veux pas me laisser faire comme je me suis laissé faire pendant des années. Où j'ai accepté qu'il puisse payer par différé, etc. Parce qu'il avait tellement de difficultés dans la vie que, bien entendu, ces difficultés se reflétaient dans son analyse. Et après que j'ai eu renvoyé ce gars-là, je me dis, dans mon rêve toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe comme prévu. Les analysants que j'attendais ne sont pas venus, et voilà qu'arrivent des gens que je n'attendais pas. Bon, sans compter l'encombrement, que ce soit par des meubles, chaises et tables, etc., ou que ce soit par la réception, l'encombrement de ma tête que supposent mes parents. Donc voyez, voilà une vraie surprise. L'inconscient, il ne fonctionne pas comme je veux, et ce n'est pas parce que consciemment je crois entendre quelque chose dans le discours d'un analysant, ce n'est pas pour ça que l'inconscient est touché. L'inconscient, il n'y a que le sujet lui-même, c'est-à-dire moi, quand je raconte mon rêve, là, je peux toucher ce qu'il en est de l'inconscient. L'inconscient de l'autre, on n'y a accès que s'il veut bien nous en dire quelque chose. Donc quand on croit entendre quelque chose chez l'autre, de toute façon, c'est raté. On est, là encore une fois, dans les châteaux en Espagne. On se fabrique des significations, on croit comprendre l'autre. Il n'est pas difficile à interpréter. Mes parents m'empêchent de faire mon boulot d'analyste. Là. Et ça, des rêves comme ça, j'en ai eu plein. Depuis que je suis analyste, ça fait des années. Ça, c'est pas toutes les nuits, mais ça vient de temps en temps. Il y a un rêve comme ça qui vient me rappeler que mes parents m'empêchent de faire mon travail d'analyste. Pourquoi? Parce que je suis un sujet, voilà, du sujet psychanalyste. Je ne suis pas un pur objet, une pure surface de projection sur laquelle les analysants pourraient se développer à l'envie, parce que ça, c'est la théorie qui est développée, disons, chez les autres analystes. En gros, il faut que l'analyste soit un pur objet de transfert, et pas un sujet. Moi, je dis qu'on ne transfère que sur un sujet. On ne transfère pas sur un mur, on ne transfère pas sur une potiche, et on ne transfère surtout pas sur un mort. Puisque Lacan a longtemps proféré qu'il fallait faire le mort. On transfère sur quelqu'un qui est sujet, quelqu'un dont on peut supposer qu'il désire. Tant qu'à faire, s'il désire, pourquoi il le dissimulerait? Le problème de l'interdit, qui est toujours mal posé, en tout cas, surtout chez les lacaniens, c'est pas d'interdire le désir, c'est d'interdire le passage à l'acte. Au contraire, le désir, il faut qu'il se dise pour pouvoir s'analyser. Et si le désir, c'est le désir de l'autre, c'est pas la peine de se dissimuler
en tant qu'analyste comme quelqu'un qui serait sans désir. Ça ne veut pas dire que c'est une position symétrique. L'analyste, en tant qu'il est payé, il se met au service de son analysant, bien entendu. Donc essentiellement, il écoute. Il dit des choses, pas grand-chose, mais il en dit. Et il en dit. Quand il dit quelque chose, c'est à base de son désir, évidemment. C'est là-dessus que le désir de l'analysant peut s'accrocher pour continuer à avancer dans son analyse. C'est aussi ce qui se passe dans la façon d'entendre le signifiant tel que l'enseigne Lacan. Alors je reviens sur croire entendre quelque chose chez l'analysant et le faire entendre juste en mettant fin à la séance. Ça crée la surprise et, soi-disant, ça fait travailler l'analysant. Bon, moi j'ai été soumis 15 ans à ce régime, je sais que c'est le contraire que ça a obtenu, c'est-à-dire que ça ne me faisait pas avancer d'un seul iota, au contraire, ça m'aurait laissé transi dans le camp. Est-ce qu'il va y avoir la fin de la séance, pourvu que j'ai le temps de finir ce que j'ai à dire, parce que l'important c'est ça, c'est d'arriver à finir ce qu'on a à dire, pas d'être interrompu tout le temps par quoi que ce soit. C'est vrai dans la vie quotidienne, ou quand on est en train de dire quelque chose à quelqu'un, si l'autre vous interrompt en disant ah ben justement ça me fait penser que bon, l'analyste même lacanien ne fait pas ça, mais il s'y met fin à la séance, c'est ça quoi, c'est une interruption d'un discours où on n'est pas arrivé jusqu'au bout et on n'y arrivera pas à la séance d'après, parce qu'à la séance d'après, on recommence autre chose, à laquelle on n'arrive pas jusqu'au bout, et ainsi de suite. Alors bien entendu, il y a les tenants de la frustration qui vous disent que ah ben c'est très bien, ça entretient le désir. Oui, enfin, le désir, il n'a pas besoin de ça pour être entretenu, il est là tout le temps. Il suffit d'entendre ses rêves. Il n'a pas besoin de cette frustration artificielle qu'on rajoute à une disposition d'esprit qui est déjà assez pénible comme ça. Bien, se croire entendre, il se diffuse aussi dans la théorie lacanienne du signifiant qui entraîne une méthode qui est celle d'entendre le signifiant, et non plus la signification, comme ça aurait été le cas chez Freud. Le signifiant, c'est-à-dire le sonore. Et Lacan a fait profusion de jeux de mots, c'est ce qui m'avait séduit dans un premier temps, puisque moi j'adore les jeux de mots, j'en fais tout le temps. J'ai trouvé un type qui effectivement faisait des jeux de mots tout le temps, ça m'intéressait beaucoup. Ça a contribué à ma fascination pour Lacan. Et donc j'ai cru à cette chose-là, cette histoire du signifiant. Juste deux petits exemples que j'ai vécu dans des groupes. Donc ça se passe dans des groupes et je peux voir comment fonctionnent d'autres collègues analystes. Une personne raconte un rêve et dans ce rêve apparaît la question des supporters d'une équipe de football. Un collègue se précipite là-dessus en disant « Ah ah, supporters, mais qu'est-ce que vous supportez ?» Vous voyez, l'idée de la théorie, c'est que le signifiant, supporter, il dit les choses en soi. C'est pas le sujet qui dit, c'est le signifiant qui dit. Le sujet excite le sujet. Celui qui se dit analyste à ce moment-là se croit autorisé à entendre autre chose que le sujet dit parce que l'homophonie entre supporter et supporté autorise à entendre l'autre signification. Alors, vous voyez le tour de passe-passe qu'il y a, parce que on dit qu'on fait une théorie du signifiant,
D'où une méthode qui s'intéresse au signifiant et puis à la signification, alors qu'en fait, la personne qui racontait son rêve racontait une signification en parlant de supporters d'équipes de football, mais l'intervenant qui se dit analyste, lui, il ajoute une autre signification en prenant le signifiant supporter pour en faire supporter, justement avec une petite différence de son, qui est de son cru, et pas du cru de la personne qui a raconté le rêve. Et il le met dans une autre phrase, mais qu'est-ce que vous supportez? Qui est une autre signification. Et que la théorie du signifiant, en fait, c'est un tour de passe-passe pour substituer une signification du soi-disant analyste à la signification de la personne qui a rêvé. S'il y a un jeu de mots dans un rêve, dans mon rêve, et si moi j'entends ce jeu de mots, ça change tout. Parce que c'est moi qui aurais fait cette écoute de l'homophonie entre deux possibles. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, mais il parle à ma place, c'est tout. En faisant croire que c'est dans la langue, c'est dans le signifiant, et que je l'ai dit, même si je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit cette signification-là, j'en ai dit une autre. Dans un rêve personnel, par exemple, dans un autre groupe, je parle d'un rêve où il est question de la gare de Dole. Je ne vous raconte pas tout le rêve. Et un collègue saute là-dessus en disant « Ah oui, c'est parce que Dole, ce que tu nous racontes, c'est pas drôle. » Bah, c'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Il dit quelque chose à ma place. Hein, parce que c'est... Là aussi, il détourne le son. Hein, c'est à la place de Dole, il met drôle. Mais c'est lui qui fait cette distorsion. Et ça donne une autre signification. C'est le même tour de passe-passe du signifiant à la signification. Signification que je n'ai absolument pas voulu dire. Hein. Dans mon rêve, la gare de Dole, elle était là parce que c'est là où je change de train pour aller voir ma fille. Hein. Et ça signifiait, étant donné que je me suis disputé avec le mec de ma fille, eh bien je ne passerai plus par la gare de Dole. Hein. Ça n'a rien à voir avec une question de drôle ou de pas drôle. Hein. Ça, c'est vraiment croire entendre quelque chose à la place de l'autre. C'est substituer en fait son sujet au sujet de l'autre, au prétexte d'une objectivité. Parce que c'est ça l'idée de Lacan et des lacaniens, hein, c'est dans la langue, et donc même si je ne l'ai pas dit, je l'ai dit, parce que c'est le même son. Ben non. Non, je suis désolé. Moi j'adore les jeux de mots, mais j'en fais pour rigoler, pas pour induire de la signification dans les dires et les rêves de mes analysants. Quand il m'arrive d'entendre une homophonie dans une séance avec un analysant, je répète juste le mot, par exemple. J'en ai pas qui me vient à la tête en ce moment, mais je répète juste le mot. Et soit la personne entend cette fois-ci l'autre signification possible, mais c'est son interprétation, c'est pas la mienne. Et parfois, elle l'entend pas. Et dans ce cas-là, elle dit « Vous êtes sûr, j'ai dit ça ?» Et je dis « Mais je l'ai entendu. » Je ne dis pas « C'est dans la langue et vous l'avez dit, même si vous ne savez pas que vous l'avez dit. » Je dis juste « Moi, j'ai entendu ça. » S'il est là le sujet psychanalyste, hein, avec ses failles, c'est-à-dire que quand il entend, il peut entendre effectivement le bon truc au bon moment, mais il peut avoir entendu un truc à côté de la plaque. Et pourquoi pas, puisque ça fait partie du jeu. Mais quand on n'est pas justement accro à une objectivité de ce qu'on a cru entendre, puisque c'est l'objet langue, hein, la langue, comme dit Lacan en un seul mot, la langue, s'il n'y a pas de sujet pour l'articuler, il n'y a pas de langue.
Et ce qui importe en psychanalyse, eh bien moi je dis c'est le sujet, c'est pas la langue. Un autre exemple au sujet des interventions du psychanalyste comme sujet. Je reçois une dame qui me dit faire une démarche double. Elle va voir un cardiologue parce qu'elle a des palpitations, mais elle pense aussi que ces palpitations peuvent avoir une origine psychologique, donc elle vient demander une analyse. Très bien, je la reçois, on en parle, elle me parle beaucoup de son cœur et de ses histoires de cœur. Et elle dit que le cardiologue lui a donné un médicament qui en fait aggrave les choses. Ses palpitations sont encore plus fortes, les plus fréquentes. Alors je lui dis, écoutez, ça coûte pas cher de demander l'avis d'un autre cardiologue. Elle y va, elle me répond, à la séance d'après, j'ai vu le cardiologue nouveau, il a levé les bras au ciel en disant, comment le collègue vous a donné ce médicament mais c'est pas possible, il faut pas du tout que vous preniez ça, il faut que vous preniez cet autre médicament. Elle prend cet autre médicament, et ça va pas mieux, c'est même encore plus grave. Je lui dis, ça coûte pas cher de demander un troisième avis. Donc elle va voir un troisième cardiologue qui lève les bras au ciel en disant, quoi, on vous a donné ces médicaments-là, mais c'est pas du tout ça. Bon, bref. Moyennant quoi, elle était un peu désemparée. C'est vrai que quand on a le cœur qui fonctionne pas bien, comment savoir, comment discerner le psychosomatique de l'organique. Moi, je suis en plein là-dedans, puisque je vais me faire opérer d'un cancer du rein dans 3 jours. Et j'ai déjà pas mal raconté plein d'histoires autour du... Quand je ne savais pas d'où venaient les symptômes, je faisais toutes les hypothèses possibles, donc je faisais des hypothèses psychosomatiques sur mon propre compte, concernant l'histoire de mes poumons, de ma mère qui est morte étouffée, de mon frère qui est mort étouffé. Bon. Et il s'avère que c'est un cancer du rein. Bon. Raté pour les hypothèses. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que psychologiquement, ma mère étouffée, mon frère étouffé, etc., ça valait le coup de l'analyser. Que ça soit pas la cause de ce qui m'arrive, il vaut mieux le reconnaître. Et quand on ne sait pas, on fait plusieurs hypothèses dans tous les sens. Et puis, c'est ça la méthode scientifique. Jusqu'à preuve du contraire, on voit ce qui tient le coup. Eh bien, dans cette histoire de mon analysante avec son cœur qui a des palpitations, un jour, je lui ai répondu, donc après tout ce que je vous ai raconté là, je lui ai répondu, écoutez, moi j'ai eu un poumon bloqué, un poumon paralysé, je fonctionnais plus que sur un seul poumon pendant 1 an. J'ai vu plusieurs médecins. À chaque fois, les médecins m'ont dit, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas le soigner, des fois ça dure toute la vie, des fois ça cesse, on ne sait rien. Débrouillez-vous. Bon, je me suis débrouillé, c'est-à-dire que j'ai compris que c'était la mort de ma mère qui était morte étouffée, qui m'avait bloqué un poumon. Et ce coup-là, j'avais juste, bingo. Parce qu'après 1 an, le temps d'un deuil, mon poumon s'est remis à fonctionner normalement. Pas la même chose, pas du tout la même histoire que mon cancer du rein. Comme quoi, il faut analyser les choses, on fait des hypothèses, et encore une fois, on voit ce qui tient le coup. Et ce pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que dans mon intervention auprès de cette analysante, je ne lui ai pas fourgué un savoir universitaire, à savoir, vous savez, dans les histoires de cœur, c'est souvent des histoires psychosomatiques, blabla. Bon. Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai parlé de mon poumon. Ça n'a rien à voir avec le cœur. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça a juste à voir avec mon expérience. Mon expérience avec la psychosomatique. Donc, il est là, le sujet psychanalyste. Il ne fourgue pas un savoir, surtout pas un savoir médical. Je n'ai pas dit non plus, écoutez, votre cœur, voyez avec les cardiologues, parce que de toute façon, c'est une atteinte organique. J'ai pas dit ça.
Ça serait un savoir, on a aussi un savoir médical, un savoir universitaire, un savoir généralisé, que ce soit du côté de la psychosomatique ou du côté de l'organique. J'ai juste indiqué quelles étaient mes aventures en tant que sujet avec une histoire psychosomatique. Elle s'en saisit, elle s'en saisit pas. Je ne suis pas un modèle. C'est juste, je fais part, je transmets mon expérience. Je donne un autre exemple, cette fois du côté plutôt organique, mon histoire de cancer là. Hein, ça me provoque aussi de temps en temps des remontées acides. Il y avait un analysant l'autre jour qui tout d'un coup me parle de ces remontées acides. Ça fait tilt parce que moi, j'ai ça. Donc, ça travaille là-dedans et je me dis, remontée acide, peut-être il a la même chose que moi. Bon, ça c'est complètement ridicule hein, comme raisonnement. Mais je ne peux pas m'empêcher, ça vient. Évidemment, j'en ai rien dit. Lui, son problème, c'est... tiens, j'ai même pas besoin de vous le dire, parce que c'est pas de lui qu'il s'agit, c'est de moi, hein, ici. Eh bien, à un moment, je lui ai dit, écoutez, moi aussi j'ai des remontées acides. Mais j'ai aussi d'autres symptômes. Je tousse, j'ai des difficultés à digérer, j'ai de la fièvre. Bon, ça fait 6 mois que j'ai ça. Ça fait 6 mois que les médecins ne trouvent pas. J'ai passé un scanner et on a trouvé un cancer du rein. Pareil, c'est une intervention de sujet. Ce n'est pas un savoir universitaire. Genre, vous savez, dans les cas de remontée acide, il s'agit d'un cancer du rein, ou de quoi que ce soit d'autre, que j'aurais su parce que je l'aurais appris à la fac de médecine, ou n'importe où ailleurs. Ce n'est pas un savoir objectif, c'est une expérience de sujet que je transmets. Parce que lui, ça fait des années qu'il se trimballe son symptôme. Il n'y a pas que les remontées acides, il a d'autres symptômes aussi. Donc comme moi, des séries de symptômes différents. Et je lui ai dit, moi, heureusement, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a envoyé faire un scanner. Là, au moins, ça a fait tomber plein d'hypothèses et on a une certitude sur quelque chose. Alors c'est pareil, c'est une expérience de sujet. L'autre sujet, là, sur le divan, il s'en empare, il s'en empare pas, il en fait ce qu'il en veut. J'ai transmis une expérience. C'est ça la différence entre la psychanalyse et la médecine, par exemple. Ou une pratique de la psychanalyse qui s'approcherait de la médecine, parce elle s'appuierait sur un savoir, même sur un savoir psychanalytique, hein, et que ce savoir serait transmis sous forme impersonnelle. Hein, comme le signifiant comprend d'une manière impersonnelle, le signifiant il cause tout seul. Le sujet est parlé, dit-on dans les milieux lacaniens. Bien sûr, le sujet est parlé pendant un temps, et en partie seulement, par les expériences qu'il a vécues et qui sont enregistrées dans sa mémoire inconsciente. Mais le travail de la psychanalyse, c'est justement de permettre au sujet de se retrouver dans une parole qui est la sienne. Et surtout pas, ce qui ne risque surtout pas d'arriver, si on croit entendre dans sa parole qu'on le fasse savoir par l'homophonie, par l'extension de la séance, ou par la transmission d'un savoir universitaire. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est de l'objectivation des significations dont il s'agit, tandis que dans ce que je considère être la psychanalyse, c'est de la subjectivité dont il s'agit tout le temps.